de cette année et de prendre ce dossier à l'instant T et de l'amener à la situation la plus acceptable possible pour réaliser cette grande infrastructure. J'insiste sur cet aspect, ce qui veut dire que pour moi, un élément essentiel réalisé par les équipes, en particulier des voies navigables, que j'ai salué, c'est d'avoir permis la DUP. La déclaration d'utilité publique est un élément constitutif majeur de ce projet, c'est le travail préalable. Pour le reste, nous savons qu'il y avait des interrogations sur le financement, sur la maîtrise de cette opération, sur le mode de réalisation de cette réalisation. J'ai donc souhaité que la DUP ne soit pas mise en cause dans la proposition que j'aurais été amené à formuler pour éviter de réouvrir un débat public qui nous aurait très simplement engagé, provoqué un retour de ce dossier sur au moins 10 ou 20 ans de débat potentiel. Je proposerai par contre, et je propose dans le rapport, un certain nombre d'adaptations de la DUP qui peut se faire, je dirais, dans une période de consultation extrêmement rapide, sans mettre en cause, encore une fois, le tracé tel qu'il était proposé. Le deuxième élément qui m'est apparu assez évident lorsque j'ai pris en charge cette mission, c'est qu'il fallait assurer la cohésion de l'ensemble des acteurs concernés, pour parler de consensus, faire en sorte que ce projet soit porté. Alors pour qu'il soit porté, il fallait prendre en charge non pas le canal en tant que tel, le tuyau en quelque sorte, mais l'ensemble du réseau. Et c'est peut-être un des éléments supplémentaires qui a été ajouté au travail déjà réalisé, du Havre jusqu'à Rotterdam, c'est-à-dire l'impact économique pour l'ensemble des acteurs concernés par l'utilisation potentielle de ce canal à grand gabarit. Nous savions que Le Havre et Rouen, les deux ports, étaient très inquiets, on va le dire comme ça, quant à l'ouverture d'une concurrence directe avec, en particulier, le port d'Anvers et le port de Rotterdam. J'ai donc consacré mes premières réunions de travail à ces deux ports, Le Havre et Rouen, ainsi que le port de Dunkerque, qui avait aussi quelques interrogations quant à cette ouverture par rapport au port de Paris en particulier. Vous verrez dans le rapport, une note de synthèse vous est distribuée, le rapport complet que j'ai ici est en ligne, donc vous pouvez vous en prendre connaissance. Vous verrez donc que sur ce point, les positions ont bougé, et qu'en particulier les ports du Havre et de Rouen, avec le port de Paris, dans le cadre d'une structure qui s'appelle AROPA, et qui permet un travail partagé de ces ports et de faire en sorte qu'ils additionnent leurs forces. AROPA, dans le rapport, vous verrez leur prise de position, a bougé, et donc à une position que je vais qualifier de raisonnablement optimiste quant à la réalisation de ce projet. Cela tient, deuxième élément, au fait qu'à partir du moment où on prend en compte l'ensemble du réseau, et le ministre a élargi ma mission en la matière, à partir du moment où on prend en charge l'ensemble du réseau, la négociation avec l'Europe s'est portée évidemment différemment. Et donc, dans le cadre du plan de relance qui avait été négocié par le président de la République et dans le cadre de l'intervention majeure financière du MIE en particulier, a été acté le fait que le canal Seine-Nord, dans sa globalité, pouvait relever donc d'une participation financière de 40% de la part de l'Europe. Ça a été confirmé donc à Tallinn au mois d'octobre par un engagement et du commissaire concerné et des ministres des différents pays concernés. 40% pour non seulement le canal en tant que tel, c'est un des éléments qui a fait bouger les lignes, mais aussi pour les infrastructures nécessaires pour la complémentarité et l'utilisation de ce canal, ce qui veut dire que des infrastructures complémentaires, comme par exemple la connexion du fluvial et du maritime au Havre, pourront bénéficier d'un investissement de l'ordre de 30 à 40% sur l'investissement, de 50% sur les études. C'est donc, on a à partir de là une modification complète de l'appréhension du projet en tant que tel. Deuxième élément constitutif, les plateformes qui ont fait l'objet d'énormément de débats, et j'ai commencé mes propos en disant que j'avais pris en compte le travail des voies navigables et que j'avais salué le fait que les voies navigables avaient permis la DUP, que j'étais pas du tout dans
des polémiques éventuelles par rapport à ça, mais on a eu des échanges avec le président à plusieurs reprises dans cet état d'esprit. Le deuxième élément, ce sont les plateformes. Les plateformes, j'ai considéré, d'une façon un peu simple, que ces plateformes relevaient de compétences des régions. Car, pour deux raisons. La première, c'est qu'effectivement, les conseils régionaux ont cette responsabilité de développement économique. Et la deuxième, c'est que les plateformes doivent répondre non pas à une décision centrale, une décision d'aménagement directive, mais plutôt à la nécessité de répondre à l'évolution du marché. Et c'est ce qui oriente l'ensemble de mon rapport, c'est la progressivité de l'utilisation du canal. Si vous prenez le canal Albert, qui est un très bel exemple de réalisation, qui fait 70 km, 100 km et qui permet la connexion d'Escaut sur Anvers, ce canal a été inauguré à une date malheureuse, 1939, mais est toujours évolutif. Il bouge encore des ponts, il relève encore des ponts sur le canal Albert aujourd'hui pour permettre une meilleure accessibilité du port d'Anvers en particulier. Il ne faut donc pas concevoir ce projet comme un projet fini, mais comme un projet qui, pour le siècle à venir, va évoluer à la demande en particulier des premiers utilisateurs de ce projet, que sont les chargeurs, que j'ai évidemment consulté largement. À partir du moment donc je propose que les plateformes relèvent des conseils régionaux, à l'initiative des conseils régionaux, ça ne veut pas dire que l'État, en particulier au niveau du foncier, que ce soit les voies navigables ou l'État en tant que tel, qui est propriétaire aujourd'hui d'une grande partie du plan foncier nécessaire aux plateformes, se désintéressera du projet. Ça veut dire simplement que c'est aux conseils régionaux de prendre la main et de trouver un partenariat, en particulier avec le privé, pour l'aménagement de ces plateformes, comme on le fait. J'ai l'expérience dans le Nord-Pas-de-Calais de la plateforme de Dourges, qui est réalisée complètement de cette façon et qui donne de très bons résultats. À partir du moment où je propose ça, ça veut dire que nous réaliserons les plateformes au niveau en répondant aux préoccupations du secteur économique. Il y a deux plateformes qui s'imposent. Elles sont relativement simples. Celle du nord à Marquion, puisque c'est la connexion du canal de Dunkerque, de l'Escaut et du canal à grand gabarit. Et c'est en plus une réserve foncière particulièrement intéressante qui permet la massification, y compris pour le port de Lille, et qui est la réserve foncière de la base de Cambrai, base militaire, qui est là. 75 hectares sont à proximité du bord à canal. Et il y a là donc une possibilité de développement tout à fait simple. Et puis il y a une autre plateforme qui s'impose en Picardie, mais j'en dirai pas plus loin. Il appartiendra aux Picards d'aller plus loin. Je les ai rencontrés, j'ai rencontré les élus locaux, et il y a aujourd'hui un travail partagé, je pense, qui peut donner de très bons résultats rapidement, et une plateforme qui concerne en particulier les céréaliers et qui devra répondre à leurs attentes. Et puis ensuite, il y aura peut-être d'autres plateformes au gré de l'évolution économique. Mais à partir du moment où j'ai proposé ça, et accepté par les trois présidents des conseils régionaux concernés, ça veut dire que les collectivités ont été sollicitées pour participer au financement même de la structure, ce qui n'était pas le cas avant. Le résultat, en termes d'engagement, plus ou moins affirmé, mais d'engagement réel, c'est que nous pouvons compter sur 1 milliard d'euros des collectivités territoriales sur le projet. 1 milliard d'euros, 500 millions pour faire court des conseils régionaux et 500 millions des conseils généraux. Les conseils généraux seront réunis au moment du congrès de l'ADF et une déclaration commune a été co-signée par les conseils généraux. Donc, 40% de l'Europe, 1 milliard des collectivités territoriales. On baisse sa facture. Alors, débat toujours, mais vous baissez la facture. Alors, je donne précisément le point d'équilibre. Pour permettre la compétitivité de ce canal, il faut que ce canal reste aux normes 5B au niveau européen. Ça veut dire des péniches de 185 mètres de long, de 4400 tonnes. C'est le minimum pour qu'effectivement nous soyons en situation d'accueillir le fret au niveau des différents acteurs économiques concernés. Donc, c'est la proposition que je formule. Mais on a pu faire des propositions techniques sensibles d'amélioration ou de diminution du coût de l'ensemble du projet, en particulier en supprimant une écluse, avec un autre mode d'évolution du réseau, en supprimant
un certain nombre d'ouvrages d'art qui peuvent permettre de réduire cette facture, en réutilisant de l'ordre de 10 km le canal du Nord, et c'est là où il y aura une modification de la DUP à apporter pour pouvoir le rendre facile, cette utilisation des 10 km. Reste un élément qu'on n'a pas intégré dans le chiffrage parce qu'il faudrait faire des sondages complémentaires, je n'avais pas les moyens techniques de le faire, c'est tout ce qui concerne l'étanchéité. On peut améliorer sans aucun doute le coût de l'étanchéité. Le projet tel qu'il avait été conçu par nos ingénieurs était vraiment au top. Hein, c'est quasiment une baignoire. Bon, c'est bien. Mais y compris en termes de protection de la qualité de l'eau et en termes de la capacité à drainer le canal en tant que tel, on peut sensiblement baisser le coût, mais nous ne l'avons pas intégré dans la facture, dans la mesure où, encore une fois, il fallait vérifier un certain nombre de données. L'ensemble nous permet d'aborder le sujet à 4 milliards et demi. Bon, voilà, ça c'est la facture minimum nécessaire pour réaliser le projet. 40%, 1 milliard des collectivités et 4 milliards et demi de coûts. Vous voyez donc ce qu'il reste, la part à charge qui va relever de deux acteurs principaux. D'abord, la maîtrise d'ouvrage. Je propose dans la réalisation de ce projet la création d'une société de projet. Les voies navigables ont, par la loi, l'autorité d'assurer la maîtrise d'ouvrage du projet. Mais à partir du moment où on demande aux collectivités territoriales de participer à hauteur d'1 milliard, je pense qu'il est nécessaire, et c'était un des éléments de négociation, de les amener à participer à la maîtrise d'ouvrage. La société de projet est donc possible. Passera par un dispositif législatif, mais qui n'est pas nouveau, on a déjà réalisé en France, mais on l'a réalisé surtout au niveau européen. Si vous prenez l'exemple, par exemple, du tunnel du Brenner, qui était réalisé de cette façon. La société de projet permet aussi d'assurer un endettement, ce que ne peut pas faire les voies navigables aujourd'hui. Un endettement à hauteur de 500 à 700 millions d'euros maximum, c'est la fourchette sur laquelle nous sommes arrêtés avec les techniciens. Endettement, élément quand même que je souligne, qui est très important pour l'avenir de ce projet. C'est qu'il y a un endettement qui ne pourrait pas gréver éventuellement l'endettement de la France. Dans la mesure où il s'agit d'un projet européen, 40% financé par l'Europe et accompagné par la Banque européenne d'investissement qui est tout à fait prête à assurer le relais de trésorerie nécessaire pour la réalisation de ce projet. Dans ces conditions-là, aujourd'hui, au niveau des directions européennes, ça reste évidemment un point que le gouvernement doit clarifier. Ça relève de sa compétence. Ces 500 à 700 millions d'euros ne feraient pas les milliards d'euros. Dans mes milliards de millions d'euros ne relèveraient pas d'un endettement supplémentaire. Reste 1 milliard, et ce milliard, il relève effectivement de la participation, de la part à charge de l'État. Voilà. Donc, très sincèrement, mes chers collègues, au point où j'en suis, c'est pour ça que j'ai commis mon rapport, je pense que je ne peux pas aller plus loin dans mes propositions. C'est le coût, je dirais, minimum que l'on peut trouver sur ce projet pour sa réalité. Sa réalité dans le temps. Si nous passons l'année 2014, si les décisions sont prises, à essayer de régler les problèmes techniques qui sont encore à régler, constitution d'une société de projet, la DUP à adapter, enfin l'ensemble des procédures, nous pouvons penser dans le cadre des contrats de plan État-région à faire en sorte que dès 2015, on commence un certain nombre de travaux connexes qui sont déjà d'ailleurs pour la plupart engagés ou programmés, si je parle de la connexion de Condé-Pomerol ou ce genre de travaux. Nous pourrions démarrer le corps central en 2016-2017 pour terminer en 2022-23. C'est une programmation possible en termes de calendrier, pas facile, contraignant, qui nécessite évidemment beaucoup d'engagement, mais c'est le sens de mes propositions. Enfin, dans les 7 propositions, je propose la nomination d'un garant sur l'ensemble du projet, à l'instar de ce que fait l'Europe. L'Europe nomme des responsables politiques au sens large du terme pour accompagner les grands projets d'infrastructure. Le profil est généralement quelqu'un qui n'est pas en activité politique directe, qui est plutôt une personnalité morale qui pourrait suivre la totalité du projet. Je fais cette proposition pour assurer la cohérence du projet et surtout de maintenir la cohésion, en particulier avec le monde économique
car je veux souligner, mes chers collègues, la mobilisation du monde économique par rapport à ce projet. C'est assez impressionnant, je le reconnais. Nous les avions rencontrés, chacun à son époque, et je suis impressionné par cette mobilisation, cette attente qui est très forte, y compris d'une partie de la France, puisque c'est bien le nord de la France qui se sent évidemment directement concerné par l'impact économique de ce projet. Sur le chantier, j'ai fait faire des études complémentaires pour vérifier les chiffres, mais c'est vrai, j'ai rencontré les PPPistes qui avaient répondu à la mise en concurrence. J'ai confirmé leurs chiffres, de l'ordre à 10 000 à 13 000 emplois dans le courant du chantier. Et l'impact du projet dans la durée, ce n'est pas du jour au lendemain, mais dans la durée, c'est de l'ordre, effectivement, de 50 000 emplois. Donc on mesure bien l'importance économique de ce projet. Enfin, des propositions concernant le fluvial. Pourquoi? Parce que, très sincèrement, mes chers collègues, moi, cette plongée, c'est le cas de le dire, non pas dans l'eau du canal, mais dans ce dossier, me permet de confirmer, mais quelque chose qui avait déjà été souligné, que, honnêtement, le fluvial a été laissé de côté pendant très longtemps dans nos préoccupations d'aménagement du territoire et en particulier de politique concernant le fret. Le tout ferroviaire, le tout route fait qu'effectivement le fluvial a été pour le moins laissé de côté. Et quand je dis ça, je remonte à une politique de 30 ans. Je veux dire, encore une fois, je ne suis pas dans la polémique, c'est une orientation générale de notre... D'ailleurs, j'ai demandé au service de documentation de l'Assemblée de me sortir, tous les rapports effectués par nos prédécesseurs sur l'interland des ports, sur le fret fluvial, etc. C'est impressionnant. On a tout dit déjà depuis très longtemps, sauf que manifestement, ce n'était pas l'orientation générale qui avait été, qui a prévalu quant au choix stratégique. Or, je vous rappelle que la France aujourd'hui utilise de l'ordre de 2 à 5% du fluvial pour le fret. La Belgique, c'est à 20%. L'Europe et les pays européens, en particulier du Nord, sont plus à 20 à 30%. Nous sommes largement en deçà de l'utilisation du fluvial. Je vous rappelle l'intérêt environnemental de l'utilisation du fluvial. Je vous rappelle qu'une péniche, c'est 4400 tonnes et que ça représente, c'est facile à calculer, 100 camions de 44 tonnes. Bon, donc on voit évidemment le transfert modal essentiel que représente le fluvial et donc l'impact sur l'environnement sur lequel je pourrais revenir si ce sont des points que vous soulevez dans vos interrogations. Voilà, Président, globalement, en 20 minutes que vous m'aviez accordé la présentation globale du rapport. Je le fais en allant à l'essentiel, pas dans l'aspect, je dirais, purement technique, mais je suis prêt à revenir évidemment sur l'ensemble des questions que vous pourriez me poser. Moi, j'ai rencontré à peu près 70 acteurs concernés, de déplacements, de rencontres, de réunions. Je confirme l'attente très forte qu'il y a sur ce projet. Je confirme l'intérêt économique qui concerne de grands secteurs d'activité économique du territoire, évidemment les céréaliers, mais pas seulement, les bâtiments. Le bâtiment est particulièrement concerné, la grande distribution est directement concernée, mais aussi un secteur qui se développe de plus en plus, qu'on appelle la récupération. Pas seulement des matériaux, la récupération des biens qui pourraient trouver en bord à canal des lieux effectivement de récupération et donc là aussi en matière environnementale un sujet particulièrement intéressant. Voilà donc un projet passionnant, intéressant, qui avait besoin sans aucun doute d'être amené à la possibilité de la réalisation. Il appartient maintenant, évidemment, au gouvernement de prendre acte de ce rapport et d'en faire ce qu'il souhaite. Merci, Président. Merci. Une question avant de passer la parole aux représentants des groupes. Je fais une comparaison entre le dossier précédent, le PPP qui devait être mis en place, le coût, le montant des emprunts réalisés. Si l'on se réfère au dossier précédent et au montage précédent, le montant des emprunts devait être beaucoup plus important. Aujourd'hui, on nous annonce un montant d'emprunt de l'ordre de 500 à 700 millions d'euros, c'est ce que vient de dire Rémi Pauvros. Dans les schémas qui avaient été arrêtés, c'est le péage qui devait, ou les péages qui devaient couvrir les annuités d'emprunt. Donc j'aimerais bien qu'on m'explique un peu
les choses. Apparemment, précédemment, les péages permettaient de couvrir des emprunts beaucoup plus importants qu'aujourd'hui. Non, mais c'est une interrogation. Je me tourne vers Alain Geste qui hoche de la tête. Bon, voilà. Donc c'est une question. Aujourd'hui, les emprunts permettraient donc de couvrir les annuités. Les péages, pardon, permettraient de couvrir donc les annuités d'emprunts s'élevant entre 500 et 700 millions d'euros. Et j'ai quand même le sentiment que précédemment, le montant des emprunts était beaucoup plus important, puisque la participation de l'Union européenne n'était pas de 40%, mais estimée à environ 6%, qu'on n'était pas sur un coût de projet de 4,5 milliards, mais beaucoup plus. Donc voilà, j'aimerais bien que l'on m'explique. C'est une question que je voulais poser à notre rapporteur, à Rémi. Il répondra tout à l'heure. Je passe la parole pour 4 minutes à Philippe Duron. Jean-Jacques Cottel, avec toutes mes excuses. Vas-y, non. Jean-Jacques. Oui, le projet est tellement important. Je voudrais tout d'abord souligner le travail effectué par Rémi Pauvros, qui est tout à fait remarquable, et je tiens à le féliciter au nom du groupe. Merci d'avoir redonné du sens à un projet dont on a pu douter un temps. Et à l'écoute du rapport, comment peut-on encore douter de la nécessité d'un tel équipement que représente le canal Seine-Nord-Europe? Le rapport est très complet et il clarifie tous les intérêts. Sur le plan économique, le canal Seine-Nord-Europe est un outil extrêmement important pour la compétitivité des entreprises. Je ne vais pas y revenir. Il est indispensable pour le développement de tous les ports et de la batellerie. Et son intérêt a été confirmé aussi au regard de l'emploi suite à l'étude d'un cabinet indépendant. Il est générateur d'emplois à la fois pour la construction, 10 000 à 13 000 emplois selon Rémi Pauvros, et aussi, bien entendu, lorsqu'il serait réalisé avec une cinquantaine de mille d'emplois à la clé. Les débouchés économiques sont donc très importants, avec la mise en réseau de bassins économiques pour les filières émergentes dont Rémi Pauvros a parlé, recyclage, conteneurs, papier, etc. Et à ce sujet, donc, j'aurais une première question. Qu'en est-il donc de la réflexion sur la dynamique dont pourrait bénéficier l'ensemble du réseau secondaire en termes d'activité fluviale? Et aussi, dans un délai un peu plus long, est-ce qu'on peut aussi donc parler d'attrait de tourisme plaisancier au regard de cette construction qui pourrait être développée? Sur le plan territorial, ce canal n'est pas qu'une infrastructure de transport, mais un outil d'aménagement du territoire d'intérêt européen, comme l'a souligné Rémi Pauvros. Et l'engagement confirmé de l'Europe via la déclaration de Tallinn, signée par les ministres, dont Frédéric Cuvier, en est la preuve. Il est l'un des 5 projets du mécanisme d'interconnexion pour l'Europe, voté en novembre 2013 et doté de la somme exceptionnelle de 22 milliards d'euros à l'initiative du président de la République. Il fait aussi localement l'objet d'une attente très forte, avec notamment l'installation des plateformes. Et je pense qu'il faut souligner également les nombreuses disponibilités foncières déjà acquises et sur lesquelles pourra s'appuyer le développement économique futur. Je reprendrai l'exemple donné par Rémi Pauvros tout à l'heure concernant le site de la base aérienne désaffectée de Cambrai. Il conviendra de mettre en relation avec le projet et l'installation de la plateforme multimodale de Marquion. Sur le plan environnemental, c'est un projet vertueux pour l'environnement. Le seul exemple parlant, c'est effectivement les 4400 tonnes mises sur le bateau qui correspondent à l'équivalent de 100 camions. Voilà un exemple parlant donc de l'intérêt environnemental. Et puis, bien entendu, on peut répondre à l'enjeu du transport de marchandises avec le développement du report modal camion-fluvial, en accélérant le multimodal fluvial ferroviaire. Alors, j'aurais une question également, ou même quelques questions à ce niveau-là. Ne pourrait-on pas inscrire de tels objectifs de convergence de report modal dans le prochain texte de transition écologique?
Concernant le canal, quel type de marchandises et quel niveau de report modal serait à même de le rendre particulièrement attractif et performant? Sur le plan écologique, il y aura à terme la possibilité de mettre en place le long du canal la trame verte et bleue. Néanmoins, Rémi Pauvros, rassurez-nous, y a-t-il des nuisances concernant l'environnement? C'est la crainte de certains, pas du plus grand nombre, je le conçois, mais je pense qu'il est important d'y répondre. Concernant le financement, alors 2 chiffres, l'Europe exceptionnelle 40%, les collectivités 1 milliard d'euros, c'est tout à fait exceptionnel aussi. Donc des questions, et notamment une question de Jean-Paul Chanteguet a déjà été posée concernant le financement. Je pense qu'on aura l'occasion peut-être d'y revenir. Y a-t-il des possibilités de faire participer le monde économique? Ça, c'est une question. La Belgique, la Hollande, comment ces 2 pays se situent par rapport à des financements éventuels? Est-ce que l'on a des retours? Je vais en terminer. Concernant le projet, il est évolutif dans le temps et ça me paraît important. Pour le pilotage du projet, d'abord le calendrier 2015, engagement des travaux, ça me paraît une date effectivement donc intéressante. 2022, mise en service. Vous faites des propositions pour le pilotage du projet. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le type de structure que représenterait la société publique avec l'État? Et je vais conclure, Président. Ce rapport est à même de rassurer les collectivités locales, le monde économique, sur un projet par ailleurs, je pense, très acceptable sur le plan écologique. On souhaite donc que l'État se positionne le plus rapidement possible sur sa réalisation. Alors vous savez que j'ai un petit bouton ici que je peux utiliser. Je ne l'ai jamais utilisé, mais merci, un jour je l'utiliserai. Voilà, un jour je l'utiliserai. L'année prochaine, pas aujourd'hui. Alain Geste pour 4 minutes. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais tout d'abord préciser que si je m'exprime aujourd'hui au nom du groupe UMP, c'est parce que je n'exerce plus depuis 12 jours les fonctions de président du Conseil d'administration de Voies navigables de France. L'UMP a toujours été favorable au canal Seine-Nord, comme il l'a été précédemment pour le canal Rhin-Rhône. Certains collègues le soulignaient il y a quelques instants. Et je voudrais tout d'abord, chers collègues, saluer le travail extrêmement sérieux, j'allais dire aussi empreint d'honnêteté, notamment sur les coûts, je vais y revenir, ça permettra de répondre au Président, pour arriver à ce projet reconfiguré qui ne remet pas en cause l'esprit et la nature même du projet. Je vais vous dire, à vrai dire, je n'étais pas trop inquiet pour 3 raisons. La première, c'est que vous êtes un élu du Nord-Pas-de-Calais, et dans cette région, il y a une culture du fluvial qui n'existe pas sur l'ensemble du territoire national. Et vous rappeliez à l'instant que la Belgique voit une progression du fret fluvial, puisqu'elle a à peu près doublé son fret fluvial en 10 ans. Et comme on est proche, au nord de la France, évidemment, de ces pays qui ont misé sur le fluvial il y a longtemps, vous comprenez plus facilement les problématiques de ce type. La deuxième raison de mon optimisme, c'est que ça n'est pas une infrastructure de transport seulement que vous avez souhaité mettre en avant, mais effectivement un outil de compétitivité, notamment pour les territoires traversés. Puis la troisième raison, je vais vous la donner, c'est que vous étiez, mon cher collègue, comme le Président, comme tous mes collègues socialistes ici dans la salle, destinataire le 26 mars dernier d'une note du ministre, M. Cuvillier, qui faisait ce qu'on appelle passer les éléments de langage, comme on dit aujourd'hui. Et ces éléments de langage, ils avaient un nom. Comment le gouvernement va sauver le projet? Donc je n'étais pas inquiet, parce qu'il pensait certainement, à cette époque, déjà à vous. Il s'appuyait essentiellement sur un rapport à qui vous avez complètement tordu le cou. C'est un camouflet phénoménal pour les gens qui faisaient partie de la mission du ministère du Développement durable et de l'inspection générale des finances, sur lequel s'était appuyé le ministre au mois de mars pour mettre un terme au partenariat public-privé et pour solliciter cette reconfiguration que vous avez réalisée. Je dresse très vite, parce que je ne veux pas déborder. On disait dans ce rapport, c'est un dossier atypique pour VNF. Vous vous êtes appuyé sur l'équipe qui avait été mise en place pour
ce travail. On parlait d'un coût qui avait dérivé, Monsieur le Président, de 4,5 milliards à 7 milliards. En vérité, vous avez eu l'honnêteté, mon cher collègue, de reconnaître qu'il y a deux différences. Il y a d'abord une participation européenne bien supérieure, et ça c'est parce que les critères même d'attribution des subventions sur les méthodes de transport européennes ont été modifiés. Et la deuxième, c'est qu'évidemment, il n'y a plus de PPP, et donc comme il n'y a plus de PPP, on ne sait d'ailleurs pas ce qu'auraient donné véritablement les propositions, à moins que vous nous disiez dans un instant que vous avez eu des confidences des deux candidats privés, puisqu'ils n'ont jamais remis de propositions engageantes. Et donc, comme ils n'avaient même pas été sollicités avec une participation européenne à hauteur d'1,8 milliard, on ne peut pas préjuger de ce qu'il en aurait été. Troisième remarque, les recettes avaient été surestimées, paraît-il. Eh bien, là, vous confirmez que les collectivités locales s'engagent, confirment leur engagement et vont même au-delà. Alors, on a l'habitude de dire autre temps, autre mœurs. Moi, je dirais autre gouvernement, autre pratique, puisque les départements, jusqu'à présent, refusaient de participer sur le canal lui-même. Aujourd'hui, ils sont d'accord pour participer sur la réalisation du canal et plus simplement sur les plateformes. Moi, je ne gâche pas mon plaisir parce que je souhaite que l'on aille jusqu'au bout. On disait que nous étions trop optimistes sur l'Europe, 40% aujourd'hui, donc je n'insiste pas. On disait aussi que les protocoles était peu précis avec les entreprises. Vous avez souligné à 2 reprises l'engagement du monde économique. Et je pourrais comme ça égrener, notamment sur l'économie, notamment sur l'environnement. Donc pour tout cela, qui est dans votre rapport, je tenais à vous remercier, chers collègues, parce que vous avez mis un terme à des élucubrations très désagréables et qui n'honorent pas, je l'ai dit à l'époque, les gens qui ont commis le rapport au mois de mars dernier. Je voulais, pour terminer, vous poser quelques questions, bien sûr. Parce que le montage financier reste une question. Il y a à peu près, effectivement, 1 milliard à la charge de l'État. On connaît les difficultés de l'AFIT. Le président est dans la salle. On sait que l'écotaxe suspendue, voire plus, pose un problème. D'ailleurs, entre parenthèses, à VNF, puisqu'il n'y a pas de budget pour 2014. Par exemple. Donc, comment fait-on aujourd'hui pour trouver ces 20% à la charge de l'État? La société de moyens, vous en avez dit un mot, si vous pouvez un petit peu préciser, je ne suis pas certain que tout le monde sache exactement comment fonctionnent ces sociétés de moyens. C'est quand même pas tout à fait le même projet, vous en conviendrez. Techniquement, il y a peu de changements. C'est vrai que peut-être que ce que VNF avait été, c'était un peu trop perfectionniste sur certains aspects. Très bien, mais il y a quand même des plateformes en moins. Vous avez semblé ne pas choisir parmi les 3 plateformes Picardes, mais les Picards et les autres seront intéressés de savoir si lesquelles ne seront pas réalisées ou seront différées. Vous avez remis en cause, en quelque sorte, les péages qui servaient non pas à couvrir l'ensemble du PPP, cher Président, mais y participer. Ça a toujours été prévu comme ça. Et c'est la raison pour laquelle il y avait effectivement un coût important sur 40 ans ou 50 ans de contrat, et non pas demain matin. Et enfin, vous pouvez être, je vais terminer par ça, parce que c'est ça qui, à mon avis, est déterminant sur un dossier de cette importance. Peut-être connaissez-vous l'avis du président de la République et du Premier ministre sur ce sujet, car cela a été, depuis 18 mois, une véritable interrogation pour ceux qui suivent ce dossier. C'est un silence assourdissant. J'aimerais tellement que vous puissiez rompre ce silence. Merci de votre attention. Je vais passer la parole à Bertrand Pancher. Ce que je voudrais dire à Alain Geste, c'est que je ne veux surtout pas qu'il prenne mal les propos que j'ai, d'autant plus que publiquement, et je l'ai fait dans l'enceinte de l'Assemblée nationale, j'ai pris fait et cause pour ce projet. Voilà. Voilà. Donc, mais même au moment de cette communication, j'ai pris publiquement position en faveur de ce projet. Dans l'hémicycle. Bertrand Pancher pour 4 minutes, un peu plus. Non, pas plus, j'espère. Rémi Pauvros a souhaité un débat dépassionné. Nous aurons ce débat dépassionné, mais je voulais quand même vous indiquer que le ministre des Transports, Frédéric Cuvillier, nous a pris pour des abrutis dans cette affaire, pour des abrutis. En fustigeant un projet à 7 milliards d'euros sur la base d'un coût pharaonique, en soulignant que avec lui on verrait ce qu'on allait voir et que le projet allait être passé au réductiomètre, le
projet est évidemment passé au réductiomètre. Vous avez l'intelligence et le bon sens de le soutenir. Bravo, merci. Je n'ai rien à redire sur le contenu, évidemment, de cette étude, sauf qu'évidemment, en confondant un coût de construction, et c'est le coût de construction de 4,4 milliards d'euros qui est pris en compte, et le coût total de revient pendant 40 ans, c'est-à-dire avec l'ensemble de l'entretien, la maintenance du canal, on voit bien qu'on parle de deux sujets évidemment complètement différents. Il faudra quand même payer l'entretien, il faudra quand même payer la maintenance, c'est pas par le biais d'un emprunt, et ça sera évidemment ultérieurement qu'on le fera. Bon, tac. Nous revenons à la position de départ. Le canal est soutenu par la majorité. Tant mieux, bravo, c'est le bon sens qui revient. Ceci dit, je souhaitais quand même avoir des explications sur le calendrier. Moi, je pense que le calendrier tel que vous le proposez est complètement irréaliste. Complètement irréaliste parce que 2016-2017, un financement d'1 milliard d'euros donc supplémentaire qui n'a pas été prévu évidemment par le budget de l'AFITT, qui n'est pas prévu dans le cadre du financement de nos infrastructures de transport de demain, puisque ce sujet était hors concours. Ce sujet, cette infrastructure, se cumule à d'autres annonces du gouvernement, excusez-moi le peu, mais bon, le Lyon-Turin qu'il faut financer, Notre-Dame-des-Landes où on a quand même été très très discret, notamment du côté des écologistes prompt à fustiger cet aéroport. Faudra également le financer. C'est pas une somme qui est négligeable. En clair, comment mobiliser ce financement dans le calendrier que vous annoncez? Moi, je pense que ce projet se mettra en place. Je pense qu'il y a quand même une accumulation d'annonces, de promesses actuellement. On voit bien que c'est pas étranger à l'arrivée très très prochaine des élections locales. Bon, ceci dit, tant mieux. Nous soutiendrons collectivement le projet. J'avais d'autres questions complémentaires à celle-ci, notamment l'engagement et le dépôt de ce dossier pour obtenir les financements européens. Moi, il me semble qu'il était nécessaire de déposer le dossier avant juin 2014 de façon à pouvoir disposer de ces financements européens. C'est très très court, donc ça veut dire qu'il faut que le montage soit arbitré par tous les partenaires. Est-ce que vous êtes en mesure de confirmer ou pas ce calendrier? Alors c'est un sujet qui est un peu différent peut-être de l'analyse technique excellente que vous avez faite, mais enfin cette question doit être posée parce que les financements européens, quand on discute avec nos parlementaires européens, ils nous expliquent très clairement que si on les prend pas maintenant, ils vont repartir dans le pot commun. Et puis une autre question annexe sur la part du financement de l'Union européenne à hauteur de 40%. Est-ce qu'elle va porter uniquement sur le financement du canal ou également sur les constructions connexes et les aménagements de toutes les liaisons, puisque on voit bien que vous avez évidemment tenu à prendre en compte le dossier dans sa globalité. Merci. Barbara Pompili pour le groupe écologiste. Barbara. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Povros, ce projet de canal qui doit être étudié effectivement à l'échelon national et européen a ses soutiens, mais suscite également doutes et interrogations, et il faut souligner chez bon nombre d'élus et d'acteurs économiques. Alors, votre travail excellent apporte un certain nombre d'avancées, notamment le montage financier en PPP qui est abandonné, la question du rapport avec les ports français et l'intermodalité avec les autres modes de transport qui commence à s'esquisser, et on ne propose plus une plateforme tous les 20 km. On retrouve donc un peu de rationalité dans l'étude de ce projet. Toutefois, je regrette un discours un peu incantatoire sur la croissance qu'il devrait insuffler, sur le nombre d'emplois qu'il devrait créer, sur le transfert modal qui devrait s'opérer. Et en examinant de près le rapport que vous avez rendu, je n'ai pas trouvé de réponse aux arguments énoncés dans le rapport de l'Inspection générale des finances et du Conseil général de l'environnement et du développement durable, qui disait, je cite, « Les prévisions de trafic et donc de recettes doivent être revues à la baisse, car ils étaient surestimés par VNF. Les risques résultant d'évolution du potentiel transportable n'ont pas été pris en compte par VNF. La concentration des financements européens sur le projet CSNE exercerait un effet d'éviction pour le financement d'autres projets d'infrastructure.
Et ce rapport, qui a donc précédé le vôtre, concluait que l'ensemble des paramètres économiques et financiers du projet de canal Seine-Nord ont évolué défavorablement. Il suggérait de mieux utiliser le canal du Nord, dont le fonctionnement pouvait être amélioré. On le voit, le propos ne touchait pas seulement au montage financier ou au coût global, mais à l'opportunité même de ce projet et à son caractère irréaliste. Votre rapport tente d'ailleurs d'éviter l'obstacle. Mais quand il s'agit de dépenser 4,5 milliards d'euros, on ne peut pas invoquer uniquement le volontarisme de certains acteurs et leur intérêt sur le projet. Nous devons de prendre en considération l'ensemble des conséquences. C'est pourquoi je voudrais ici, dans le peu de temps qui m'est imparti, vous interroger sur quelques points qui ont attiré mon attention. Vous parlez dans le rapport d'un projet reconfiguré qui conserve les mêmes caractéristiques techniques. Le gabarit VB 4400 tonnes est maintenu. Le reste du réseau au nord et au sud permet déjà à minima des convois de 3000 tonnes. Ainsi, cet équipement, présenté comme un chaînon manquant européen, resterait bordé au nord et au sud par des voies navigables de gabarit plus petits, où les ouvrages d'art qui existent ne permettent pas de superposer les conteneurs ou les véhicules. Il faudrait donc transborder en entrée et en sortie de canal, avec une logique qui fait quand même penser à celle des Shadocks. Ou bien, il faut programmer également le passage à grand gabarit de la vallée de l'Oise, la traversée de Compiègne et ses ponts urbains, le réseau fluvial au nord de Marquion, à quoi il faudrait ajouter les aménagements de la vallée de la Seine, ce que vous suggérez entre les lignes en écrivant « ce développement économique se fera dans le temps ». Je vois l'intérêt à court terme pour conserver la même DUP et postuler au fonds européen dans l'urgence. Mais quel est l'intérêt réel de ce tronçon central à 4400 tonnes si le reste du réseau n'est pas au même gabarit? Et quelle serait la facture totale pour passer l'ensemble du réseau à 4400 tonnes, une fois que le canal Seine-Nord serait réalisé? Deuxièmement, vous prévoyez un financement européen à hauteur de 40% au lieu de 6,22% dans le cadre du mécanisme d'interconnexion pour l'Europe. Si le CSNE était retenu avec un tel taux d'intervention de l'UE pour la France, quels sont les autres projets qui seraient fatalement évincés? Enfin, et vous avez abordé le sujet, mais j'aimerais quelques précisions, les ports du Havre et de Rouen sont bien peu présents dans le rapport. Ce sont pourtant les portes d'entrée naturelles du bassin parisien, avec un hinterland fluvial, la Seine, et un hinterland ferroviaire à développer, notamment avec la rocade ferroviaire Nord. Pourquoi les collectivités françaises devraient-elles cofinancer à la même hauteur que l'État l'interland des ports d'Anvers et de Rotterdam? Je vous remercie. Merci. Patrice Carvalho pour le groupe GDR. Merci, Monsieur le Président. Je fais partie des parlementaires que Rémi Pauvros a auditionnés, puisque mon département et ma circonscription sont concernés complètement. Je veux d'abord le remercier de son écoute et de sa méthode de travail. C'était agréable de travailler dans des conditions comme ça. Le premier atout du rapport que notre collègue a remis au ministre des Transports, c'est cette conviction: il faut réaliser le canal Seine-Nord Europe. Le précédent gouvernement avait eu 10 ans pour le réaliser, ça n'a pas été fait. On a fait un grand show télévisé juste avant les élections présidentielles pour lancer le lancement, pas du canal, mais le lancement du débat compétitif PPP qui débouchera sur rien, sur aucune proposition. Et puis on a eu un ministre qui a été certes très inefficace pour récupérer de l'argent au niveau de l'Europe. Et cette conviction s'appuie sur deux éléments essentiels et complémentaires. La France doit rattraper son retard sur ses partenaires européens en matière de transport par la voie d'eau. Nous comptons 8500 km de voies d'eau navigables, mais seuls 4100 km sont affectés au trafic de marchandises et 2000 km sont adaptés par leur gabarit à une exploitation commerciale moderne. L'activité fluviale représente 7,4 milliards de tonnes kilomètres contre 64 milliards de kilomètres en Allemagne, 45 milliards aux Pays-Bas, 8,75 en Belgique, etc. Il est donc temps de procéder à un nécessaire rééquilibrage des modes de transport de fret. La voie d'eau est le mode le plus sûr, le plus écologique et le moins cher. Et puisque nous sommes à la commission du développement durable, je retiens ces chiffres cités dans le rapport. 1 kilo équivalent pétrole permet de transporter 1 tonne sur 50 km pour un poids lourd contre 275 km pour un convoi fluvial de 4400 tonnes. Une péniche de 1500 tonnes émet 4 fois moins de CO2 à la tonne transportée qu'un poids lourd. Second élément, Seine-Nord n'est pas qu'une infrastructure de transport, c'est un outil pour la croissance, le développement durable et l'emploi.
Cela est vrai si le canal dessert les territoires. S'il se contente de les traverser, les retombées économiques seront dérisoires. Cela m'a conduit à évoquer les plateformes multimodales, qui devront d'ailleurs être complétées par des petites plateformes locales, ou des quais plutôt. C'est d'elles en particulier dont dépend l'activité qu'occupera le canal. Il s'agit à des endroits déterminés de faire se combiner différents modes de transport, la voie d'eau, la route, le rail, enfin que du quai de débarquement à la marchandise soit acheminé chez le client. Le projet initial prévoyait 3 plateformes en Picardie et une dans le Pas-de-Calais. Il semble qu'à présent, l'hypothèse retenue s'établisse à une plateforme en Picardie, un autre à Marquion, dans le Pas-de-Calais. J'ai bien noté qu'il n'était pas préconisé d'abandonner les autres projets, mais de s'en remettre à la demande du marché et de construire des partenariats à partir des collectivités territoriales concernées en association avec l'État, VNF et les acteurs privés. Je suis tenté de dire, pourquoi pas, ceci étant dit, il ne faudrait pas que le partenariat public-privé pour le financement du canal abandonné, en raison de son coût très élevé pour l'État, ressurgisse via les plateformes avec endettement à la clé pour les collectivités territoriales. L'expérience des PPP montre qu'il s'agit souvent du montage auquel on a recours quand on ne sait pas comment financer un projet. Il n'est pas rare qu'ensuite la collectivité qui s'y est engagée déchante. Avez-vous une idée plus précise des modes de financement de ces plateformes? Parmi celles qui étaient envisagées, il y avait celle du Noyonnais, dans l'Oise et bien sûr dans ma circonscription. Cette partie du territoire, Picard, détient des records en nombre de chômeurs. Rien ne lui aura été épargné, délocalisation d'entreprises ou de sièges sociaux, fermeture des régiments, dépérissement des commerces du centre-ville, etc. Nous travaillons depuis plusieurs années, c'est le taux de chômage le plus élevé en Picardie. Nous travaillons depuis plusieurs années à désenclaver cet espace, à le rendre accessible, en l'occurrence par la construction d'une déviation avec l'objectif d'attirer des investisseurs. Le canal et la plateforme sont une chance pour redonner du dynamisme à cette région meurtrie. D'autant que nous sommes au croisement du canal de Saint-Quentin, à proximité, du canal du Nord, qui sera traversé par Sénor, du canal latéral à l'Oise, du canal latéral de la Sambre à l'Oise et du canal latéral à l'Aisne. C'est vraiment une poche sur quelques kilomètres. Bon, c'est quand même une position qui est intéressante. S'il n'y a pas de plateforme, les retombées du canal seront marginales. Or, les emplois créés pour sa construction. J'entends bien que votre mission consistait à réaliser des économies, mais pour y parvenir, il convient de mettre en rapport, en face des coûts, ce que rapportera l'activité d'une plateforme multimodale. Voilà ce que je voulais dire. J'apprécie ce rapport et ses préconisations. Il y a toutefois, me semble-t-il, une zone d'ombre qui reste à éclairer. Et j'ajouterais que concernant le tourisme, nous réfléchissons aujourd'hui avec VNF, ça a commencé avec Alain, à une grosse zone d'accueil, parce que ce canal peut avoir une utilisation beaucoup plus large que le transport de marchandises. Et j'y ajoute que sur le plan écologique, ça peut être quelque chose de formidable aussi, si on sait s'en emparer. C'est pour moi la présence, Monsieur le Président, qui créera le besoin. J'ai fini. J'ai laissé à tous les représentants des groupes un peu plus de temps. Simplement, 11 parlementaires souhaitent poser des questions. Il faut que nous libérions la salle à 11h15. Donc il faut aussi laisser le temps donc à Rémi Pauvros de répondre aux questions posées. Voilà, donc j'invite les parlementaires qui souhaitent poser des questions, les députés qui souhaitent poser des questions, eh bien, à essayer de tenir dans une minute. Jacques Krabal pour le groupe de... Oui, merci Monsieur le Président, merci à Monsieur le rapporteur. Comme tout le monde, je veux souligner la qualité du travail qui me permettait normalement de rentrer dans un débat serein, ce qui a été pratiquement le cas, mais surtout saluer la démarche. Parce que là, nous avons eu la présentation d'un projet global. Ça a été salué par l'ensemble des intervenants, mais je vais le redire. Ce qui fait la différence entre l'avant et puis le maintenant, c'est que vous avez considéré ce projet pas uniquement sous l'angle d'une infrastructure de transport, mais bien comme un outil de compétitivité des ports et des territoires, synonyme de croissance, d'intermodalité, de développement durable et d'emploi. Personne ne le conteste et j'en suis vraiment très heureux. C'est pourquoi je pense que la polémique qui a été antérieure n'aurait pas dû être. Là, il y a eu polémique. Pourquoi? Et tout le respect que je dois à nos collègues, c'est qu'il faut reconnaître que le financement n'était pas assuré. Et ce n'est pas mon habitude, mais je me suis penché un petit peu sur ce dossier. Quand on revoit un petit peu son historique, je ne vais pas m'étendre.
la lettre de M. Borloo, ministre de l'époque, le 12 novembre 2012, co-signée par le président de VNF, qui s'engage sur un montant de, pas de travaux, mais de financement, bien de 4 milliards 318 millions, avec une évaluation qui était contrainte entre plus ou moins 3%. Après, il y a eu la visite du président de la République, qui dit que c'est financé à hauteur de 97% et que le dialogue compétitif pouvait être... Après, avril 2012, interview où on nous dit le dialogue compétitif est parti, et puis en août 2012, tout s'écroule. Là, on nous dit dépassement de 4,5 milliards à 7 milliards. Ça, ce sont des faits que personne ne peut contester. Non, personne ne peut les contester. Vous les contesterez, pardon, je continuerai. Après, un autre fait que personne ne peut contester, c'est la réussite, et je rejoins, moi, et je ne suis pas là pour défendre le ministre Cuvillier, qui a toujours dit qu'il regardait les meilleures conditions de financement de ce projet. Quand on obtient 40% de financement de l'Europe au lieu de 6%, si ce n'est pas un succès, qu'est-ce que c'est? On va pouvoir nous dire oui, mais les conditions sont ceci, cela. Donc voilà, moi, mais je ne veux pas polémiquer, je veux rappeler des faits. Au-delà de cela, je voudrais dire, saluer, vous l'avez rappelé, l'engagement des régions, et j'aurais quelques questions à vous poser. Claude Gévert, président de la région Picardie, a montré son attachement depuis le début à cette réalisation parce qu'il est très attaché au transport décarboné, que ce soit pour le fret et les voyageurs. Donc lui, il me dit, les 80 millions, nous, on les a votés. Mais où en est-on des autres collectivités territoriales? Et puis, le président l'a rappelé, concernant le remboursement des emprunts, vous parlez d'Eurovignette, vous craignez pas un syndrome de l'écotaxe, donc surtout qu'il faudra limiter le coût pour que ce soit fréquenté. Donc voilà les questions. Mais au-delà des aspects financiers, je voudrais dire ce qui est important, et vous l'avez rappelé dans votre présentation, c'est comment les céréaliers picards, avec cette approche évolutive, comment pourront-ils s'intégrer dans le schéma? Et puis vous écrivez dans la synthèse de votre rapport à la page 4 que ce projet permettra de créer un effet réseau. Donc je souhaiterais que vous puissiez nous dire comment vous l'envisagez. Et donc nous ne sommes pas directement concernés, mais nous avons la Marne qui traverse à Château-Thierry avec des interconnexions de canaux. Et il y a une demande très forte, et le rappelait le président de VNF, de développement du transport fluvial avec des filières émergentes, tout ce qui touche au projet de transport des déchets, etc., des vieux papiers par l'entreprise Greenfield. Est-ce que vous pensez qu'on aura vraiment tiré vers le haut cette volonté d'utiliser le transport fluvial? Pour clore, si vous permettez, Monsieur le Président, je voudrais pas terminer cette dernière réunion avant les vacances sans citer Jean de La Fontaine. Hein? Oui, parce que pour ma part, les beaux dossiers, les vrais projets, ce sont ceux qui se concrétisent. On peut avoir les plus belles annonces, mais s'ils ne se concrétisent pas, ça n'a pas de sens. Et donc Jean de La Fontaine l'illustre dans une fable que tout le monde connaît. C'est le lièvre et la tortue. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Donc je vous souhaite de passer la ligne d'arrivée. Merci. Alors, pour une minute, Jean-Louis Bricout. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le député, cher ami, d'abord mes sincères félicitations pour l'accomplissement de ta mission. Merci au nom des gars du Nord et des Picards pour l'intérêt que tu portes à ce projet qui est très attendu. Moi, je souhaitais faire le lien entre le canal Seine-Nord et celui de la Sambre-Aloise qui traverse ma circonscription pour affirmer l'intérêt de la mise en réseau et de l'interconnexion, on l'a dit, des canaux, pour l'intérêt aussi porté aujourd'hui au tourisme fluvial. C'était d'ailleurs souligné par notre collègue Carvalho et puis par Jean-Jacques. Le canal de la Sambre-Aloise, lui, a été fermé à la navigation depuis le 2006 du fait de la réhabilitation nécessaire de ponts-canaux sur le secteur de Vadencourt, qui n'est pas sans poser problème quant à la préservation globale du site et au développement local. Je sais, Rémi, que tu es complètement engagé en intégrant cette dimension dans un projet plus global que tu présentes aujourd'hui, mais peux-tu nous préciser si l'intérêt de la connexion du canal de la Sambre-Aloise et sa remise en navigation a été abordé dans le cadre d'un élargissement ou de l'évolution du projet au tourisme fluvial? Je n'insisterai pas sur la dimension économique qui est celle du canal de la Sambre-Aloise dans la région, même si je veux tout de même rappeler qu'il s'agit là d'un vecteur important en matière de développement du tourisme fluvial. Merci. Merci. David Douillet. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais d'abord saluer le volontarisme dont a fait preuve la commission de reconfiguration sur ce sujet.
Mais je regrette que ce volontarisme ne s'applique pas à l'ensemble des projets qui sont pour moi tout aussi structurants, en particulier sur le Grand Paris. Le montage financier de ce projet prouve qu'en étant offensif avec le soutien des élus, du monde économique et de l'Union européenne, nous pouvons encore engager dans ce pays de grands projets d'infrastructures structurantes. Donc je pense que l'urgence aussi est de relancer, et je rejoins ma collègue écologiste, l'axe Le Havre-Rouen-Paris, en particulier dans le contexte économique mondial. Il s'agit également d'un grand chantier pour l'avenir de l'économie et de l'industrie française, à l'heure où plusieurs puissances économiques, notamment en Europe et en Asie, aménagent et fluidifient leur accès à la mer. Un courrier du 9 décembre dernier, co-signé par 27 collectivités représentant l'intégralité du territoire de la vallée de Seine, était adressé au Premier ministre pour lui demander de faire aboutir cette belle ambition et faire de la vallée de Seine l'un des points majeurs dans le développement économique et social, environnemental et culturel en Europe. Napoléon lui-même avait expliqué que la Seine était les Champs-Élysées d'un grand Paris avec un axe Paris-Le Havre. Alors je sais que ce n'est pas exactement l'objet de cette audition, mais je pense qu'il faut le rappeler sans cesse. Parce que le canal Seine-Nord-Europe et l'axe Le Havre-Rouen-Paris, je pense qu'ils ne sont pas concurrents, mais participent tous les deux au rayonnement économique de notre pays. Et Dieu sait si nous en avons besoin. Merci Yannick Favennec. Merci Monsieur le Président. Le projet de canal Seine-Nord-Europe est très consensuel et il est largement soutenu tant par les populations concernées que par les acteurs économiques et les collectivités. Aussi, on ne peut que se réjouir des conclusions de votre rapport qui constitue une avancée décisive dans la mise en œuvre de ce grand chantier porteur de croissance. Au lieu de 7 milliards prévus par le premier projet de partenariat public-privé, le projet reconfiguré nous coûterait donc 4,4 à 4,7 milliards d'euros. Tant mieux, mais pour autant, ce projet vous paraît-il compatible avec le financement d'autres projets importants d'infrastructures? Je pense en particulier aux infrastructures routières qui sont extrêmement importantes pour l'avenir de territoires et notamment l'avenir de territoires ruraux. Je vous remercie. Merci Yannick. Laurence Abeille. Oui, merci Monsieur le Président. Juste un petit mot en préalable pour vous dire que dans la mesure où je suis de nouveau rapporteur d'une proposition de loi sur les ondes électromagnétiques, j'ai en fait quitté cette nuit, j'ai disparu cette nuit des listes d'émargement de la Commission du développement durable, donc dans laquelle je reviendrai bien sûr ensuite, mais ce sera après sans doute fin janvier. Voilà. Donc ceci dit, une question concernant ce canal Seine-Nord dont je voudrais rappeler qu'il ne fait pas l'objet d'un consensus absolument général. Il y a quand même des interrogations qui demeurent, des interrogations sur la question de l'alimentation en eau de ce canal, et j'aimerais que vous nous apportiez des précisions. Il s'agit de 20 millions de mètres cubes pour la mise en eau, et ensuite d'apports réguliers de millions de mètres cubes pour entretenir ce canal. Donc que pouvez-vous nous dire à ce sujet? Et puis j'insisterai aussi sur la question de la mise en réseau qui a déjà été évoquée par Jacques Krabal, mais également par Barbara Pompili. Quid de ces différences de gabarit et comment vraiment réaliser, au-delà, je dirais, des grands circuits qui concernent la discussion qu'on a eue, le lien avec les réseaux de plus petits gabarits et de fait de retrouver peut-être dans le cadre des réseaux fluviaux des circuits courts. Merci. Merci, pardon. Gilles Savary. Oui, merci Monsieur le Président. Je voudrais d'abord féliciter notre collègue Povros pour le caractère extrêmement réaliste et pragmatique de son approche qui permet probablement de sauver ce projet dans un environnement quand même financier qui reste difficile et tendu. Bon, comme je n'ai pas d'intérêt géographique particulier et que, en tant que Bordelais et que Bordeaux, dont le premier port d'ailleurs est Anvers, je voudrais poser quand même et relayer un peu l'interrogation qui a été posée sur l'impact sur la politique portuaire française de cette affaire. On est quand même en train d'ouvrir à des ports hyper compétitifs le plus grand hinterland économique d'Europe. C'est-à-dire la région Île-de-France qui a le plus grand PIB d'Europe. Voilà. Partant de là, comme on connaît les Belges et les Hollandais qui ne sont pas manchots en matière de compétitivité portuaire, est-ce qu'il a été mesuré l'impact sur Le Havre, sur Nantes, alors même que d'autres pays sont en train de s'ouvrir et ouvrir des ports tout neufs pour accueillir sur la façade atlantique demain ce qui sera un engorgement du Pas-de-Calais. Voilà
la question que je voudrais poser. Jean-Pierre Vigier. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur, la mission de reconfiguration que vous avez menée, comme vous l'avez très bien dit, a permis d'abaisser très sensiblement le coût du projet. Ce budget passe de 7 milliards d'euros à environ 4,5 milliards d'euros, comme vous nous l'avez précisé. L'État français prendra en charge 1 milliard d'euros. Vous avez cependant affirmé que les opérations, et notamment les prestations, n'étaient pas revues à la baisse. Même si le montage juridique a été revu, a été modifié, moi je me pose simplement cette question. Comment peut-on abaisser autant un budget pour des prestations identiques? Peut-on affirmer sincèrement que la qualité des travaux n'en souffrira pas? Et puis ma dernière question, ce projet très attendu va-t-il vraiment pouvoir démarrer en 2015? Merci. Merci. Jean-Marie Sermier. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, moi je suis un peu inquiet parce que j'ai peur que l'histoire et des hoquets finissent par se répéter. Je vais vous parler d'une petite expérience vécue sur la vallée du Doubs, dans le département du Jura. Un canal Freycinet existant entre le Nord et la Méditerranée, plus exactement entre le Rhin et le Rhône. 229 km à moderniser. En 1950, on réfléchit à une première initiative. En 61, cette modernisation à grand gabarit du canal Rhin-Rhône est inscrite au plan. En 76, la décision de réaliser les travaux est prise. Et puis, pendant toute cette période, une opposition entre les tenants du Grand Canal, avec des arguments tels que ceux que vous nous avez donnés, et puis une opposition avec ceux qui pensent que c'est un projet dément, avec des arguments tels que, mesdames, vous nous avez donnés. Et finalement, 47 années après, en 1997, ma prédécesseur, élu sur cette circonscription du Jura, puis nommé député, décide d'arrêter le canal Rhin-Rhône, la mise à grand gabarit du canal Rhin-Rhône. Et tout cela, ça a engendré sur notre territoire beaucoup de gel de développement, des agriculteurs qui ne se sont pas repris, beaucoup de villes qui ont été endommagées par un développement qui ne s'est pas fait, tel que sur la ville de Dole, où des terrains appartiennent encore à VNF et à la CCI. Alors, monsieur le rapporteur, je vais être très clair. Quelle certitude avez-vous aujourd'hui que personne ne viendra entraver l'avancée définitive de ce projet dont on sait qu'il a déjà coûté 250 millions d'études? Et par ailleurs, quelle politique envisagez-vous de mener pour que cette infrastructure puisse servir à l'ensemble des canaux freycinais? Merci. Philippe Duron. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, cher Rémi Pauvros, d'abord bravo pour ce rapport qui remet à flot le canal Seine-Nord. Trois choses importantes dans ce rapport. Tout d'abord, vous montrez que c'est un vrai projet d'aménagement du territoire, que c'est un vrai atout de report modal, et aussi vous avez fait avancer considérablement l'approche du financement en le rendant plus supportable. Trois questions cependant. Le rapport de Michel Massoni et de Vincent Liski s'était interrogé, entre autres choses, sur la fiabilité des prévisions de trafic, compte tenu de la faiblesse de la croissance et de la désindustrialisation. Ici, pouvez-vous nous rassurer? La deuxième chose, il mettait en doute l'estimation des coûts de travaux réalisés par VNF. Est-ce que ici, VNF a revu ces prévisions de coûts de travaux du fait de la modification de la configuration et de la mise en perspective dans la durée des travaux que vous envisagez? Et puis enfin, avez-vous des assurances sur la mobilisation des financements de l'État pour ce projet, quand on sait effectivement les difficultés de financement qui sont liées à la suspension de l'écotaxe? Merci. Guillaume Chevrolier. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur. Ce projet de canal Seine-Nord finit bien le programme de notre commission. En effet, il est plutôt rare de voir un projet dont le coût est révisé à la baisse de façon significative. Alors, est-ce le fait de passer du partenariat public-privé à l'entité publique, ce qui est plutôt surprenant? La logique plutôt appelée à ce que ce soit l'inverse, parce que passer de 7 milliards à 4 milliards et demi d'euros, c'est quand même
baisse significative. Mais bon, c'est une bonne nouvelle qu'on ne peut qu'encourager un tel projet qui favorisera les connexions entre les pays européens, qui créera des emplois, 50 000, vous l'avez évoqué, monsieur le rapporteur, et qui favorisera l'économie d'une région qui en a bien besoin, tout en développant un mode de transport écologique. Ma réflexion, elle est simple, c'est reste à connaître la date effective de la réalisation de ce canal, parce que des projets, c'est bien, mais des réalisations, c'est mieux. Laurent Furth. Oui, Président, plusieurs réflexions. D'abord sur le Rhin-Rhône, un petit regret parce que je suis heureux pour les Ch'tis et les Picards, mais les Alsaciens et les Franc-Comtois sont un peu moins heureux et se souviennent que Mme Boinet a un jour assassiné ce dossier. J'aimerais féliciter mon collègue pour sa réflexion sur les ports, qui était une très belle réflexion sur la compétitivité que pose la compétitivité des ports français, parce que le développement économique de la France passera par l'existence et la prospérité de ports en France, et s'ils ne sont pas compétitifs, eh bien on perdra des parts de marché, et ça peut être un accélérateur de perte de parts de marché si on n'a pas la compétitivité derrière. Troisième réflexion sur le coût du dossier, il faut juste intégrer, si j'ai bien compris, je ne suis pas un spécialiste, qu'il n'y a pas l'entretien. D'un côté, on parle d'un coût avec l'entretien dans le coût annoncé, et de l'autre côté, il n'y a pas l'entretien de l'ouvrage dedans. Donc on ne parle pas du même périmètre. Il faut qu'on compare les périmètres pour se réjouir de la baisse des coûts. Dernier élément, le cofinancement de ce dossier. Je trouve qu'on est dans une maladie un peu typiquement française, et ce n'est pas une critique, puisque c'est très constant comme observation. Mais on nous dit qu'il y a 4,5 milliards d'euros. 1 milliard d'euros apportés par les collectivités et les conseils généraux qui sont dans des difficultés financières inouïes en France aujourd'hui, donc qui vont emprunter mécaniquement cet argent pour financer leur quote-part. On crée un établissement qui va emprunter 500 à 700 millions d'euros. Alors, ce n'est pas de la dette aux critères de Maastricht, mais c'est de la dette publique, ne nous voilons pas la face. Et d'autre part, si l'État doit amener 1 milliard d'euros, c'est aussi un État qui ne finance même pas totalement ses dépenses de fonctionnement. La totalité des crédits d'investissement sont financés par emprunt en France. Donc, on est face, hormis les crédits européens, à 100% d'emprunt public. C'est ça la réalité des choses. Et c'est une réalité qu'il faut bien avoir à l'esprit. Ce n'est pas parce que c'est divisé entre plusieurs partenaires qu'on n'est pas face à 100% d'emprunt public. Merci Arnaud Leroy et Martial Sadier pour le Président, mot de la fin. Chers collègues, Arnaud. Premièrement, bravo à notre collègue Rémi Pauvros pour avoir remis au goût du jour un sujet qui peut paraître parfois nostalgique, qui s'appelle la batellerie. C'est ça dont on parle aussi, et dont on parle peu, voire jamais, le transport fluvial, à part pour faire des déclarations, des incantations au moment des campagnes, il faut faire du report modal, mais on ne se donne jamais les moyens. Enfin, on a un projet qui vit, on n'est pas du tout dans le même scénario que le canal Rhin-Rhône, pas du tout. Je pense que d'ailleurs, si le canal Rhin-Rhône avait été une super bonne idée, en 10 ans, la droite aurait eu la chance de pouvoir l'extraire de la vase dans lequel il est encalminé. Moi, je rebondis sur ce qu'a dit Gilles Savary sur l'enjeu portuaire et compétitif. Je ne pense pas qu'il faille en faire un épouvantail. Il faut qu'on soit en capacité d'affronter cette compétitivité. Nous en avons besoin pour la survie pure et simple de nos ports et des implantations industrielles qui vont avec. Ne se voilons pas la face. Une place portuaire, c'est des industries pétrochimiques, de l'acierie, de plus en plus. Il faut qu'on soit en capacité de pouvoir y travailler. Moi, je suggère quand même un travail d'étude d'impact assez conséquent avec le secteur portuaire et maritime pour qu'on soit en capacité de pouvoir s'adapter. Et là, c'est l'ancien rapporteur pour la compétitivité du transport maritime qui s'exprime, pour qu'on soit un peu les plombiers d'un enjeu stratégique d'infrastructures pour le futur. Moi, je souligne aussi l'impact environnemental, le changement climatique. Il y a un enjeu de report modal. Il faut qu'on se dote d'outils. Ça ne se fera pas tout seul. Et moi, je suis ravi qu'on soit dans cette perspective-là avec le canal Seine-Nord. Merci, Martial Sadier. Merci, Monsieur le Président. Je voulais une nouvelle fois soutenir ce grand projet qui dépasse très largement les frontières de notre pays, comme j'ai soutenu le Lyon-Turin. Voilà, je le fais à titre personnel, mais je le fais aussi au nom de toutes les populations des vallées de montagne, particulièrement les vallées alpines, qui subissent le transport par fret sur la route. Et je pense bien évidemment à la vallée de l'Arve qui conduit au tunnel du Mont-Blanc, qui accueille chaque jour et chaque nuit 1700 poids lourds. Je ne décris pas les nuisances
dans ces vallées alpines qui sont concentrées. Et puis je le fais aussi au titre de la qualité de l'air extérieur. Nous savons que nous avons un défi français et européen extrêmement important à relever en matière de qualité de l'air extérieur, pour laquelle le transport routier a une part, non pas prépondérante, mais a une part, au même titre que le chauffage domestique, que l'agriculture ou l'industrie. Et nous avons besoin à l'échelle européenne de ces grandes infrastructures de transport. C'est pour ça que j'ai soutenu sans ambiguïté le Lyon-Turin et c'est pour ça que je soutiens le canal Seine-Nord. Merci. Je passe maintenant la parole à Rémi Pauvros. Merci pour les nombreuses questions. Préalablement, un point d'ordre en quelque sorte. Vous avez, avant qu'Alain Geste, s'il me permet encore une minute, je sais qu'il doit partir, il a un rapport à présenter. Simplement, vous avez compris mon état d'esprit. Je suis un élu d'un des territoires qui a le taux de chômage le plus important de France, qui est en crise économique depuis 30 ans. Quand j'aborde un dossier qui présente un intérêt économique majeur, je l'aborde dans un état d'esprit de compréhension. J'essaie de trouver les bonnes solutions, comme je l'ai fait, que je fais en tant que président d'une intercommunalité, et comme je l'ai fait comme premier vice-président du Conseil général du Nord en charge des infrastructures. Je crois que ça avait été reconnu. Donc, à partir du moment où j'aborde ce sujet de cette façon-là, et que j'ai dit que je ne rentrais pas dans la polémique précédente, si certains rentrent dans la polémique précédente, me mettent dans une situation où je suis obligé de répondre. Et je ne suis pas sûr que ce soit l'intérêt du projet. Je le dis simplement, ce n'est pas l'intérêt du projet. Bon, chacun pourra tirer ensuite l'analyse de ce qui s'est passé, du pourquoi et pourquoi les polémiques. Mais je dis en particulier, je remercie Alain Geste des mots positifs et en même temps de la retenue, même s'il a parlé d'élucubration. J'ai quand même entendu. Mais je dis pas de moi, mais je sais bien, mais quand même. Bon, et j'ai à Bertrand Pinchet en particulier, qu'est-ce que vous voulez, moi, si on veut rentrer dans la polémique, on va y aller, mais ça ne présente aucun intérêt pour le projet. Ce qui s'est passé, on est clair, on est entre nous, ici, membres députés, on est capable d'analyser. Ce qui s'est passé, c'est que un ministre, et non des moindres, a obtenu du président de la République précédent un engagement, et que cet engagement a été fait, je dirais, avec force, mais pas forcément avec l'accord de tout le monde, et en particulier du Premier ministre de l'époque. Alors moi, je veux bien rentrer dans cette polémique, et à partir de là, on n'aboutit pas. Oui, 40% de l'Europe. Oui, c'est déterminant, et oui, ça fait avancer le projet, et ces 40%, nous avons été quelques-uns à aller les chercher, et en premier lieu le président de la République, dans le cadre du plan de croissance et de relance de l'Europe. Voilà. Bon, donc à partir du moment où on pose cette problématique, on change effectivement les données du problème et on aborde le sujet. Sur une question qui a été posée par plusieurs d'entre vous, et en particulier Barbara Pompili. Je veux dire les choses clairement. Oui, je propose un dossier évolutif, et c'est volontaire. Moi, je suis député de la nation, de la France, comme vous, et que je n'ai pas intérêt forcément à présenter un projet qui mettrait en difficulté nos ports, c'est une question qui a été récurrente pour beaucoup, dès l'ouverture du corps central. Car si on ouvre le corps central à hauteur, aujourd'hui, de bateaux de péniche avec 185 mètres de long, mais surtout 3 ou 4 containers de haut, c'est vrai que Le Havre, c'est vrai que Rouen va souffrir. Et donc, dans la proposition, je pense, tactique que je propose, en accord d'ailleurs avec nos ports, c'est l'idée de dire on va d'abord sur 185 mètres de long, c'est le plus important, effectivement, pour répondre à la compétitivité et aux besoins exprimés par les chargeurs, en particulier les céréaliers et en particulier le vrac. Et on monte progressivement en container à 2 containers, dans un premier temps. On ira à 3 containers relativement facilement et ça passe, c'est possible, 2 containers à Compiègne et ça passera progressivement à 3. Et l'évolution fera qu'on aménagera. Et Barbara Pompili, on fait un chantier pour un siècle. On ne fait pas un chantier pour autant 4,5 milliards. Quand on dit 4,5 milliards, on ne le fait pas pour quelques années, on le fait pour un siècle, si ce n'est plus. Et donc, cette progressivité de ma proposition, et je n'ai pas parlé de phasage, j'ai bien parlé de progressivité, avec le démarrage des travaux, y compris sur le corps central, dès 2016, dès 2017. Ça fait l'objet de pas mal de discussions. Permettra à Aropa, et je réponds à une des questions qui est posée, en particulier de se mettre à niveau, permettra à Dunkerque
le port de Dunkerque, qui travaille avec le port de Lille aujourd'hui, qui a créé d'ailleurs dernièrement une navette fret entre une navette container entre Dunkerque, Lille et demain Marquion. Tout cela est en train progressivement de se mettre en place avec une nécessaire adaptation de la batellerie française. Ça a été souligné, mais qui a besoin effectivement vraiment d'être porté d'une façon beaucoup plus importante et donc progressivement de mettre ce canal à hauteur. Mais le 5B, non pas le VB, le 5B est absolument indispensable pour répondre à la demande, y compris des chargeurs, et permettez-moi de vous le dire, de l'Europe, qui n'accepterait pas de financer à hauteur de 40% si on faisait un canal, évidemment, qui ne correspondait pas à ces normes. Et les bouts du canal ont été vus avec les services européens. Et il est clair qu'à Valenciennes, il est clair qu'à Compiègne, il est clair que dans un certain nombre de secteurs, le canal de Dunkerque en particulier, tous les réseaux complémentaires devront faire l'objet d'adaptations et d'aménagements progressifs qui seront, je réponds aussi à une partie d'une question, qui seront vus en particulier dans les contrats de plan, puisque c'est dans les CPER qu'on pourra effectivement définir plus précisément les investissements, je dirais, connexes du canal, avec une participation, je l'ai dit, à hauteur de 30% au minimum, quelquefois 40% de l'Europe, qui modifie aussi la négociation du CPER pour cet aspect particulier. C'est donc une stratégie que je propose, et une stratégie qui correspond tout à fait à vos préoccupations, et qui correspond effectivement à l'idée que cet investissement important n'est pas pharaonique, est un investissement tout à fait maîtrisé, qui va trouver sa réponse dans la durée. Et dans la durée, en matière de recettes, dans le rapport, je précise qu'il ne faut pas charger la barque, c'est le cas de le dire, sur les péages. Le péage en Europe, et en particulier en Belgique, en Wallonie, en Flandre, est quasiment inexistant. Les gouvernements wallons et flamands, sur des dispositifs d'ailleurs très particuliers, prennent quasiment à leur charge la partie péage. Donc si on veut que la batellerie française utilise le canal, mais surtout s'adapte, il ne faut pas les assommer avec un péage trop important dans la durée. Je fais des propositions concrètes en la matière. Gardons le péage dans la durée pour l'entretien, mais pas pour l'investissement ou le remboursement de l'investissement dans un premier temps. Par contre, je formule des propositions. Alors, on a parlé de l'Eurovignette, je l'évoque. Effectivement, dans le contexte actuel, si on commence à dire qu'on va mettre une vignette supplémentaire, je crois que c'est même plus la peine d'en entendre parler, ça va partir dans tous les sens. Par contre, la SANEF, par exemple, qui avait participé au dialogue compétitif à un certain moment. La SANEF, là, est intéressée par le projet. Pourquoi ? Parce que le rapport modal fait que beaucoup moins de camions, qui actuellement saturent complètement la 1, partiront d'une façon mécanique sur le canal. On a vu les chiffres tout à l'heure et ce n'est pas négligeable. À partir de là, la SANEF est intéressée parce que l'exploitation même de la 1 sera rendue beaucoup plus possible, en particulier pour la voiture individuelle. C'est donc écologiquement intéressant, économiquement intéressant, et on peut effectivement, avec eux, j'ai pris les contacts, on s'est vu, il reste tout ça, c'est le rôle du gouvernement à confirmer, mais il y a possibilité d'une participation financière quant à l'exploitation du canal en particulier. Gardez un chiffre en tête par rapport au port. Les bateaux qui arrivent actuellement, porte-containers, c'est 18 000 containers. 18 000 containers. C'est 60 km de containers à la file. Donc il y a deux solutions de traiter le problème. On ne fait rien. Et on considère que les camions vont continuer à circuler sur nos belles routes avec un camion et un container pour faire 500, 700, 800 km. S'il n'a plus de sens aujourd'hui en Belgique ou aux Pays-Bas. Par contre, oui, on aura avec les péniches la possibilité de jouer complètement la complémentarité des modes de transport. C'est la route, bien sûr, et c'est le ferroviaire avec les autoroutes ferroviaires qui viendront compléter le dispositif. C'est l'avenir du fret. Si nous faisons ça, j'en suis persuadé, mes chers collègues, si nous faisons ça, nous donnons au fret une nouvelle perspective dans notre pays. Et soyons clairs entre nous, le fret, on ne va pas continuer à se payer 3 milliards d'euros de déficit par an, simplement dans la politique telle qu'elle est aujourd'hui. Il y a la loi sur le ferroviaire, on en parlera, mais d'une façon beaucoup plus prospective, il nous faut imaginer la complémentarité. Et la SNCF, d'ailleurs, et les RFF a bougé, d'ailleurs, sur ce plan-là, et est beaucoup plus ouvert à l'idée du canal en tant que tel. Donc, le projet du canal, c'est en même temps cette complémentarité de transport. Je reprends une des questions qui a été posée.
l'impact sur les plateformes, comment ça évolue et quel est l'impact sur l'intermodalité. Nike, auprès du canal Albert, plateforme installée depuis déjà plusieurs années, est en train de doubler sa superficie. Pourquoi? Parce que la qualité du transport fluvial, c'est la sécurité, c'est la régularité par rapport à la route aujourd'hui, qui effectivement devient de plus en plus un problème de gestion des stocks et de maîtrise de l'arrivée de ces stocks pour la distribution. Nike, installé là, ben voilà, les camions avec un conteneur, ils sont là, mais pour aller à 200 km arroser l'ensemble de la partie de l'Europe du Nord concernée. C'est tout à fait différent. Aujourd'hui, 1000 emplois de plus. Hein. C'est 1000 emplois. C'est différent, effectivement, de la stratégie que nous avons aujourd'hui en France avec les plateformes qui ne sont pas suffisamment multimodales. Je termine sur les plateformes pour répondre à un certain nombre de questions qui étaient posées, en particulier par Patrice Carvalho. Moi, j'ai été jeudi à Noyon-Neil. Il y a une équipe extraordinaire qui fait un boulot tout à fait intéressant et qui projette l'avenir de ce territoire par rapport en particulier au problème du chômage que tu as évoqué. Mais voilà, donc ils sont compétitifs. Je n'en dirai pas plus, mais mon sentiment personnel, c'est qu'effectivement, à deux, ils ont une très grande capacité à porter un projet tout à fait performant. On m'a posé la question de dire, oui, mais comment on va faire pour que le privé vienne et qu'on ne reprenne pas un PPP, etc. Je prends l'exemple de la plateforme de Dourges. La plateforme de Dourges repose sur deux structures. Une structure collectivité territoriale qui a porté le projet, une structure de gestion économique avec le secteur privé, complètement Delta 3, ça s'appelle, complètement autonome en termes mais c'est une société à caractère d'économie mixte avec un objectif très précis sur le plan économique qui fonctionne très bien. Donc je ne me fais pas de soucis sur le fait que le secteur privé reviendra dans le projet, pas seulement en termes de PPP, comme ça a été dit, surtout pas, mais en termes de partenaires. Il serait normal que les céréaliers participent à la réalisation de la plateforme en Picardie. Ça me paraît évident. Ils me l'ont dit d'ailleurs, ils sont tout à fait prêts. Pourquoi? Parce que c'est quand même leur intérêt immédiat. Donc, mais dans le cadre d'une société à construire, à bâtir, et qui permettra de répondre à ces sujets. Alors, j'ai essayé de répondre globalement à un certain nombre de vos préoccupations. Je vais, si le président m'accorde encore quelques minutes, essayer de balayer les... Alors, sur le port, je pense que je suis revenu, mais franchement, écoutez, si on n'a pas la connexion fluviale maritime, très sincèrement, les Interland, on continuera à faire des rapports. Moi, j'ai vu des rapports parlementaires extraordinaires sur l'Interland des ports. Hein. Il y a un travail fait par un député, ex-député marseillais d'ailleurs, qui est élu à Marseille aujourd'hui, qui dit tout sur l'Interland du Havre. Bien, bon, on peut continuer. Mais très sincèrement, si on n'est pas capable de porter des infrastructures qui mettent nos ports au niveau de la compétitivité, y compris nos ports intérieurs, Paris bien sûr, et Lille en particulier, Valenciennes qui est aussi directement concernée, bien écoutez, on passera objectivement quant à l'évolution du trafic. Moi j'ai vu des prises de position, en particulier en Picardie, qui dit, après tout le canal naturel c'est le Chanel. Mais je vous rappelle que Chanel est porteur d'accidentologie extrêmement important et que si on a une catastrophe sur cette autoroute bateau, c'est une catastrophe de pollution extraordinaire. Et c'est pour ça qu'il y a des systèmes de sécurité et qui suivent de très près l'abord de cette autoroute qui est complètement submergée aujourd'hui. Donc le canal s'impose comme aussi une possibilité de relier nos ports et de faire en sorte qu'avec la massification sur Marquion et la massification sur Paris, on arrive effectivement à développer le réseau vis-à-vis du Havre. Et je crois que c'est un élément majeur. On pose d'autres questions sur le tourisme. J'en dis un mot. Soyons clairs, le tourisme est une activité qui est évidente, qui va se développer naturellement. Je la connais dans mon territoire. Il faut des structures d'accueil, beaucoup ont fait, d'ailleurs du côté de Compiègne, des réalisations ont déjà eu lieu avec des ports de plaisance tout à fait de qualité. Mais enfin, le projet quand même du canal grand gabarit, majoritairement, n'est pas lié au développement du tourisme. Par contre, les réseaux secondaires concernés et de connexion, au-delà de l'intérêt économique, Jean-Louis me posait le problème... je connais un peu, ça passe chez moi, de la Sambre. C'est évident que si on monte la Sambre, on arrive à Charleroi, à l'Escaut, et l'Escaut sera branché sur le canal grand gabarit. Donc on peut penser qu'effectivement, en remettant la Sambre en mouvement, et je m'en suis évidemment, Jean-Louis, préoccupé, puisque
ne rentre pas dans les détails techniques, mais il y a des ponts qui sont tombés et qui n'ont pas été rénovés dans l'Aisne, en remettant en perspective ces réseaux secondaires, on en a cité quelques-uns, on développe une activité économique complémentaire. Moi, j'ai déjà eu une proposition sur mon territoire, alors que je ne m'y attendais pas, mais canal grand gabarit à proximité, d'une entreprise qui veut faire de la récupération sur un quai à bord à canal sur place. Donc il y aura une émulation économique, c'est évident, mais il y aura un développement du tourisme très important, non négligeable sur le plan financier. Les pays nordiques sont beaucoup plus branchés que nous sur le tourisme fluvial et naturellement, vers Paris, vers la capitale, il y aura un afflux tout à fait normal à partir du moment où nos réseaux seront capables de les accueillir nécessairement. C'est une perspective. Mais soyons honnêtes de dire que c'est marginal par rapport au plan de financement qu'on évoque et par rapport à l'avenir, mais non négligeable pour le développement d'un certain nombre de nos activités. Voilà, alors, Président, je ne sais pas combien de temps vous m'accordez encore, parce qu'il y a encore beaucoup de questions auxquelles je peux répondre. Évidemment, plusieurs questions ont porté sur les problèmes de financement, comparaison avec le PPP, pourquoi ça coûte moins cher, etc. C'est relativement simple, mes chers collègues. Vous avez un PPP qui coûtait horriblement cher. Ne vous trompez pas, si en Angleterre aujourd'hui, bon nombre de grands dossiers d'infrastructures qui étaient imaginés en PPP sont dénoncés régulièrement, c'est qu'il y a des raisons. Et ces raisons, c'est relativement simple. J'ai rencontré les PPPistes, on a eu des échanges extrêmement clairs. On fait un portage d'argent. Ça va être clair. Bon, à partir du moment où on fait un portage d'argent dont on n'a pas forcément besoin, puisqu'à partir du moment où on a négocié avec la BEI, à partir du moment où on a des offres d'emprunt à 40, quelquefois à 50 ans, à des taux extrêmement bas, on n'a pas besoin de PPPistes pour porter l'argent, et d'où la proposition d'endettement raisonnable et raisonné à hauteur de 500-700 millions d'euros paraît suffisant pour porter effectivement le projet. Donc ça change déjà de nature. Quant à l'entretien, je l'ai évoqué tout à l'heure, consacrons les péages. Très sincèrement, l'entretien ne représentait pas, je vous donnerai le chiffre par écrit, ne représentait pas l'aspect essentiel du PPP en termes de coûts. Enfin, oui, un portage classique, une société de projet qui pourrait faire l'objet, pour répondre à une des questions, d'un dispositif législatif, ça a déjà existé, ce n'est pas bien compliqué à imaginer, permettant de créer cette société de projet qui sera limitée dans le temps et à la durée de la réalisation du canal, qui permettra d'engager une compétitivité classique par tronçon auprès des grandes entreprises en particulier. C'est normal parce que nous avons aussi indiqué dans le rapport, il faudra être vigilant à ce que les entreprises locales soient associées par tronçon aux appels d'offres et permettent effectivement de mobiliser les emplois sur place. Je voudrais, Président, terminer par un point. Je ne pourrais pas répondre à tout, mais si vous voulez, je sais, 11 heures. Donc il y a un point que je veux aborder en conclusion, c'est l'alimentation en eau, que Madame ma collègue Abeille a posé. D'abord, sur l'étanchéité, on garde les caractéristiques. Je pense qu'en termes de matériaux en particulier, on peut améliorer sensiblement l'impact et financier et même écologique. Deuxièmement, d'une façon générale, je dis dans mon rapport, j'ai eu des propositions d'ailleurs depuis, je pense qu'il faut créer un observatoire de la réalisation de ce canal, un observatoire partagé qui permet de faire de ce canal un exemple en matière d'impact environnemental et de développement durable. On le fait sur les routes. Moi, j'ai porter ce projet, je pense qu'on peut le faire sur le canal. Enfin, je retire de ce projet une connexion qui était prévue sur l'île avec l'utilisation de l'eau venant de l'Oise en particulier pour alimenter l'agglomération lilloise, puisque l'île pompe maintenant de l'eau dans la nappe phréatique de la Vénois dont je suis élu, donc je me considérais qu'on ne pouvait pas pomper partout et qu'il fallait être. Donc j'ai retiré cet élément. C'est quand même 90 millions d'euros d'investissement, mais surtout une consommation d'eau évidemment nettement. Et enfin, je supprime une écluse qui était celle de Moilin, qui était l'écluse qui consommait le plus d'eau sur l'ensemble du réseau. Elle était la plus grande, elle était à 30 mètres, c'était énorme, donc on la supprime, ce qui permet d'éviter la consommation d'eau pour remplir les écluses, évidemment, qui était un élément extrêmement fort. Donc, je fais des propositions qui limitent la consommation d'eau, c'est un canal, forcément, mais je fais aussi des propositions majeures en matière d'énergie.
J'ai été très intéressé par l'hydroélectricité utilisée actuellement sur le canal Albert, qui donne de très bons résultats. Il y a des moteurs hyper performants, qui peut effectivement nous amener à avoir là un résultat intéressant en nombre de kilowatts. Je propose aussi que l'ensemble du réseau soit trame verte, mais soit aussi, là où c'est possible, couvert de panneaux solaires, parce que je pense que c'est un lieu aussi, en particulier les plateformes, qui doivent s'autogénérer en matière d'énergie. Autant d'éléments qui me laissent penser que ce projet, au-delà de l'impact, on l'a dit, sur l'air, la qualité de l'air, l'intérêt modal, est un projet qui en même temps est économiquement intéressant. Mais permettez-moi de vous le dire, en termes du développement durable, on laissera à nos enfants quelque chose de beau. Merci. Merci à Rémi. Je suis désolé un peu de l'interrompre, mais vous avez noté les uns et les autres qu'il était passionné par ce projet et par ce sujet. Je ne sais pas si l'action que nous conduisons est cohérente. Ce que je peux dire, c'est que la réflexion que nous conduisons, elle est cohérente, puisque nous avons parlé pendant près de 2 heures du projet Seine-Nord-Europe, projet de canal Seine-Nord-Europe, qui est un projet important, on l'a dit, en termes d'aménagement du territoire et de report modal. Et puis nous nous réunissons maintenant dans le cadre de la mission Ecotax, et c'est vrai que l'objet de ces réflexions, c'est bien de mettre en œuvre une politique durable de transport de marchandises. Voilà. Donc je voulais attirer votre attention sur cette cohérence-là, au moins au niveau de notre réflexion. Merci à Rémi pour l'excellent travail qu'il a réalisé. Et je sais que c'est un projet qui va cheminer et qui aboutira. Merci.